Bonjour, bonsoir, où que vous soyez, je ne sais pas. Si si vous êtes réveillé, bonjour. Si vous allez dormir, bonne nuit. Et si c'est le soir chez vous, bonsoir. Voilà. Donc, euh, donc moi, je ne fais pratiquement jamais. Je dis que c'est la première fois que je fais une vidéo en français. Généralement, je fais des vidéos en marocain. En marocain, je fais des vidéos pour le petit peuple. Voilà. Parce que comme je suis francophone, hispanophone, arabophone, mais que j'écris beaucoup plus en espagnol et en français qu'en arabe. Donc je dédie mes vidéos sur YouTube aux Marocains qui ne comprennent ni le français ni l'espagnol. Voilà. Donc, bon, avant de commencer, je vois certains qui vont me dire: Oh, shit, regardez, il a la cape des mollahs. Mais non, imbécile, ça c'est la cape nationale marocaine. Je sais pas où il est. Elle est où la capuche? Voilà, ça c'est notre capuche nationale aussi. Voilà, ça c'est la capuche. Donc c'est pas la cape des mollahs, c'est la cape marocaine. Voilà. Ça, c'est parce que vous savez qu'on a au Maroc des services secrets qui sont des polices politiques très puissantes, qui sont là en train de tergiverser, et puis de publier à droite et à gauche, de faire publier à droite et à gauche, même en Europe, il y a plein de médias qui leur sont inféodés des fake news. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'une expérience personnelle. Parce que depuis qu'il y a eu cette histoire du Parlement européen, corruption au Parlement européen, il y a trois personnages qui apparaissent. Là, vous les connaissez. Là, le premier, c'est l'Italien Panzeri, Pier Antonio Panzeri. Le deuxième, c'est le Français Gilles Pargneaux. Et le troisième, c'est le grand corrupteur, l'ambassadeur du Maroc en Pologne, Monsieur Abderrahim Atmoun, en français Abderrahim Atmoun. Voilà. Et donc moi, j'ai une petite histoire personnelle avec ces trois personnages qui tournent autour d'un service secret marocain très important qui s'appelle la Direction Générale des Études et de la Documentation, la fameuse JED. Aujourd'hui, je vais parler d'un épisode qui s'est passé le 12 novembre 2015, quand j'ai eu affaire à ces trois suppôts du régime marocain. Donc voilà. Donc avant de commencer, il faudrait juste que je vous donne une petite explication qui est celle: c'est quoi la JED? La JED est un service normalement de contre-espionnage qui doit veiller aux intérêts du Maroc à l'étranger et éviter que les services secrets étrangers, qu'ils soient français, ou espagnols, américains, israéliens, ou ce que vous voulez, ou algériens c'est à la mode, s'immiscent dans les affaires intérieures du Maroc, ou bien attaquent nos intérêts à l'étranger. Mais en fin de compte, la JED est une police politique qui s'occupe non seulement du contre-espionnage, mais qui aussi s'occupe de nous, s'occupe des Marocains. Je l'expliquerai plus tard, la JED a un empire de presse. La JED, le service secret marocain, possède un empire de presse au Maroc. Mais ça, il faudrait pas une seule vidéo, il faudrait pas deux vidéos, il faudrait vraiment pas des films, hein. Il faudrait une dizaine de films de 2 heures chacun pour comprendre la puissance de ce service secret, de cette police politique secrète marocaine, qui s'appelle la JED. Vous savez, on va me dire: oui, mais pourquoi est-ce que vous vous occupez d'un service de contre-espionnage? Parce que le service de contre-espionnage n'arrête pas de s'occuper de mes affaires personnelles, de mes activités non seulement au Maroc, mais à l'étranger. Un exemple, parmi tant d'autres, parmi des dizaines d'autres. Il y a quelques années, j'ai été invité par le maire de Cadiz, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais dire, quand on était avec un groupe de rifains dans le bureau
du maire, eh bien, il y a quelqu'un, un agent de la JED, qui s'est introduit en fraude, qui nous a enregistré, qui nous a filmé, qui s'est fait passer pour un membre de cette délégation RIFEN pour nous espionner à l'intérieur du bureau du maire de Cadiz. Mais bon, on a pu le démasquer rapidement. Voilà. La JED aussi a un pouvoir énorme, parce que la JED, elle possède, ça c'est un travail qu'il faudrait faire, elle possède un réseau de Marocains qui forment une 5e colonne et qui sont très actifs en Espagne, en France, en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas. Des gens qui sont introduits dans les institutions européennes et qui travaillent pour la JED. Certains à visage découvert et les autres, je veux dire, à visage couvert. Mais on les connaît. On les connaît grâce à... c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, grâce à une masse énorme de documents des services secrets marocains qui ont été dévoilés à partir de octobre 2014. Ça, c'est une autre histoire aussi, à raconter peut-être un jour dans une autre vidéo, et qui parle de ce qu'on appelle les documents secrets du hacker Chris Coleman. En fait, c'est pas un hacker, en fait, c'est autre chose. Mais bon, ce hacker, qu'il faut mettre son soi-disant métier entre guillemets, a publié pendant des mois des documents secrets, non seulement de la JED, de cette police politique, de ce service prétendument de contre-espionnage, mais également de la diplomatie marocaine. Pratiquement 5 gigas de documentation qu'on a pu amasser et qu'on n'a pas eu le temps d'étudier exhaustivement, mais on n'a pas eu le temps de les exploiter. Donc là, maintenant, je vois qu'il y a de la documentation qui sort à droite et à gauche. Donc tout ça provient des archives, des fameuses archives de ce prétendu hacker Chris Coleman, que nous, on sait que c'est un service secret étranger, qui n'est pas l'Algérien. Même si les Marocains ils veulent insister que ce sont les Algériens qui ont distribué cette documentation précieuse, importante, qui dévoile tout, qui dévoile vraiment les méthodes de travail de la JED. Et puis il y a un autre service secret qui s'appelle la DST, même s'il a changé le nom, c'est la Direction de Sûreté du Territoire, qui est de sinistre mémoire pour les Marocains, et donc pour faire oublier leur petite histoire, ils ont rajouté l'adjectif G, donc de gêne générale. Donc au lieu de DST, Direction de la Sûreté du Territoire, qui fait trembler les Marocains, ils sont devenus soi-disant la Direction Générale de la Sûreté du Territoire. Donc la JED a été capable, parce que c'est la JED qui chapeaute la diplomatie marocaine, la JED a été capable de faire pression sur le gouvernement espagnol de ce monsieur-là qui se dit socialiste, entre guillemets. On a vu que la plupart des corrompus au Parlement européen sont des prétendus socialistes. Je ne veux pas mettre tous les socialistes dans le même sac, mais il y a beaucoup de socialistes, comme par exemple cet imprésentable qui se dit président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, que la JED, la diplomatie marocaine, mais surtout la JED, ils ont fait pression sur lui jusqu'au point de l'obliger à virer sa ministre des Affaires étrangères pour faire plaisir au Maroc. Oui. Le gouvernement espagnol de ce monsieur qui est franchement sans scrupule, il serait capable de vendre tout le monde afin de rester au pouvoir, qui s'appelle Pedro Sánchez, a viré sa ministre des Affaires étrangères, sa ministre des Affaires étrangères, pour faire plaisir aux Marocains. Pas aux Marocains, pas à moi, pas au petit peuple. Non, pour faire plaisir au service secret marocain, au régime marocain. Il faut faire, s'il vous plaît, la distinction qui est très importante entre le Maroc, parce qu'on dit souvent le Maroc,
je veux bien que c'est plus facile, que c'est générique, et que ça explique beaucoup de choses, mais franchement, il faut faire la différence entre le Maroc, les Marocains, et le régime marocain, qui est un régime, bon, même si ça dérange certains en Europe, certains suppôts de ce régime, qui est un régime dictatorial, ou si vous voulez, moi je préfère ce terme, autocratique. Voilà, donc je passe. Moi aujourd'hui je suis venu pour expliquer une chose, donc pour raconter un petit souvenir. Donc, en 2015, je pense vers le mois d'août, j'ai été contacté par le député européen Fernando Mora, M-A-U-R-A, qui était parlementaire pour le parti Ciudadanos espagnol, et qui m'a invité, il m'a dit voilà, au mois de novembre, le 12 novembre, on vous invite au Parlement européen, c'est pour parler du code pénal marocain, et on voudrait que vous nous parliez de quelques articles. Et donc, le 12 novembre 2015, j'étais au siège du Parlement européen, invité par cette sous-commission des droits de l'homme, dirigée par qui? Par le désormais célèbre mondialement Pier Antonio Panzeri, et l'un de ses adjoints, qui était ce monsieur Fernando Mora. Je n'étais pas seul, on avait également invité Madame Iverna Magoen, qui est la directrice d'Amnesty International de l'Union européenne. On avait invité aussi Madame Christiana Famea, qui est Desk Officer Maroc, le service européen pour l'action extérieure, et une responsable de Human Rights Watch. Donc on était quatre. Bon, on arrive dans la salle où il y avait Monsieur Panzeri, il y avait Monsieur Mora, qui m'avait personnellement invité, et donc on nous demande de nous installer, je veux dire, dans la tribune. Vous savez, la tribune pour parler au public. Le public fait d'europarlementaires. Donc on arrive, on s'installe, les quatre, avec Monsieur Panzeri, et puis avec Monsieur Mora. En même temps, mais ça on l'a su immédiatement après, parce que Monsieur Panzeri a commencé à dire, mais où est la délégation marocaine? C'est là que j'ai appris qu'il y avait une délégation marocaine, dirigée par qui? Dirigée par ce fameux, maintenant aussi désormais célèbre mondialement, Abderrahim Atmoun, dit avec des lettres latines Abderrahim Atmoun, qui est l'actuel ambassadeur du Maroc en Pologne, et qui à l'époque était député du parti Authenticité et Modernité, qui est un parti qui a été créé par Fouad al-Himma, qui est un ami personnel et l'actuel principal conseiller royal du roi Mohamed VI. Voilà. Donc oui, ce monsieur El-Himma, fameux monsieur El-Himma, en fait son nom s'appelle Himma, mais bon, il se fait appeler El-Himma, peut-être en souvenir d'un ancien ministre de l'Intérieur marocain qui s'appelle Benhima, avec un H, alors que ce type il s'appelle El-Himma. Voilà. Mais comme le mot il a une connotation péjorative, bon, on l'appelle El-Himma. D'accord, pour ne pas le fâcher, parce qu'on me dit qu'il est très susceptible et qu'il a tendance à se venger sur tout le monde. Donc ce monsieur-là, l'Himma, qui est considéré au Maroc comme le vice-roi, parce qu'il a la haute main sur les services secrets, sur ces deux principales polices politiques dont je vous ai parlé au début, a été le fondateur de ce parti, le parti de monsieur Atmoun. Voilà. Donc, on se rend compte que la délégation marocaine, qui
qui était composé, outre de M. Atmoun, de Mme Yasmina Baddou, de Mme Fatih Al-Ayadi, de M. Habib El-Malki, de M. Fouad Qadiri et de M. Hamid Couscous. Oui, oui, Couscous. Couscous, c'est comme le fameux Couscous. On n'a pas encore de M. Tajil, mais on a M. Couscous. Donc, cette fameuse délégation marocaine n'était pas dans la salle. N'était pas dans la salle. Tout le monde l'attendait. Il y a même Panzeri qui a dit, oui, mais Panzeri qui est un philo, hein, mais bon, et qui a fait semblant de dire, mais où ils sont les Marocains, elle est où la délégation marocaine? Bon, après moi j'ai su, plus tard, que la délégation marocaine avait refusé d'entrer dans la salle du Parlement européen, parce qu'on leur a dit, tant que ce monsieur, moi, était dans la tribune, ou était dans la salle, il ne pouvait pas entrer. Interdiction totale venue du Maroc ou venue de ce fameux monsieur Atmoun. Donc personne ne comprend. Les Marocains, ils sont où? Après j'ai su qu'ils étaient cachés dans une autre salle et qu'ils refusaient de rentrer. C'était en 2015, je me suis dit, mais comment un illustre inconnu comme ce monsieur Atmoun pouvait être le chef de la délégation, alors qu'il y avait un poids lourd de la politique marocaine qui était parmi les membres de la délégation. C'est M. Habib El-Malki. Habib El-Malki qui est devenu par la suite le président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, qui est la chambre basse du Parlement marocain. Donc, j'ai pas compris. Je me suis dit, est-ce que comment un illustre inconnu comme celui-là pouvait être le chef de la délégation alors qu'il y avait El-Malki qui a une histoire, qui est membre de l'Union socialiste des forces populaires, qui est le Parti socialiste marocain. J'ai pas compris. Mais bon, je me suis dit peut-être que M. Malki voulait se mettre en retrait. Bon, mais après, quand on a su qui était réellement Abdelrahim Atmoun, l'actuel ambassadeur du Maroc en Pologne, bon, on comprend maintenant beaucoup de choses. Donc cette délégation, qui faisait partie de la commission parlementaire mixte Union européenne-Maroc, refusait de rentrer dans la salle. On ne voulait pas rentrer. On ne voulait pas rentrer. Bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Donc en Panzeri, je me rappelle qu'il avait dit, et ça c'est apparu après dans les comptes rendus, dans les procès-verbaux du Parlement européen, il avait dit, mais vous savez que le Parlement européen, il est souverain, il invite qui il veut, parce que lui savait ce qui se passait. Moi, à l'époque, je ne savais pas. Mais il avait eu cette phrase, le Parlement européen est souverain, et il a droit d'inviter qui il veut. Moi, quand je l'ai entendu, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Et je vous dis qu'à ce moment-là précis, le 12 novembre 2015, la réunion a commencé à 14h, elle devait se terminer à 15h30, donc je ne comprenais pas. Bon, c'est après, comme je vous l'ai dit, que j'ai appris qu'il ne voulait pas rentrer à cause de moi. Je me rappelle quelqu'un dont le nom est sorti, parce que l'ancienne europarlementaire socialiste portugaise, Madame Ana Gomes, a dit que c'était un petit soldat aussi du régime marocain. C'était le Roumain Cristian Preda. Et je me rappelle que ce europarlementaire roumain, il criait, mais où sont nos amis marocains? Où sont nos amis marocains? Qu'est-ce qui se passe? Parce que il n'avait pas été mis au courant. Donc moi j'étais étonné de voir cet europarlementaire s'exciter ainsi, mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Quelques minutes après, il y a un autre personnage qui rentre dans la salle. Et moi, je ne connaissais pas. Puis j'ai demandé, c'est Gilles Pargnot. Voilà, Gilles Pargnot. Je ne savais pas, à l'époque, c'était le grand lobbyiste du Maroc. Je ne savais pas, comme l'a expliqué Madame Gomes, dans une interview sur BFM TV, que ce monsieur-là était un agent du Maroc. Voilà. Je ne savais pas. Mais je m'en suis souvenu. Après que ce scandale a explosé. Alors que nous étions déjà installés dans la tribune, avec M. Morat, avec M. Panzeri, M. Pargnot, Gilles Pargnot, cet agent des Marocains,
a commencé à hurler. Au siège du Parlement en disant, en exigeant de M. Panzeri qu'il nous vire de la tribune. Oui, oui. Cet autre picassiette, au service du Maroc, Gilles Pargnot, a exigé à M. Panzeri de nous virer de la tribune. Et je vous dis, j'étais pas seul. Il y avait une fonctionnaire de l'Union européenne, il y avait la représentante, Mme Gohan, de Amnesty International Europe, et il y avait cette représentante de Human Rights Watch. Et donc moi, nous attendions à ce que M. Panzeri dise « Non, non, ce sont nos invités, nous les avons invités, c'est l'Union européenne qui nous a payé le billet, qui nous a payé l'hôtel, il faut que ces gens-là, ils parlent. Ils ne vont pas parler, je veux dire, dans les sièges réservés, je veux dire, aux europarlementaires. Nous devions parler à partir de la tribune. Et qu'est-ce qu'il a fait, M. Panzeri? Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a virés de la tribune. M. Pier Antonio Panzeri, celui qui disait quelques minutes avant, nous avons le droit, nous sommes une institution souveraine au Parlement européen d'inviter qui on veut, il nous a dit, allez, descendez de la tribune. Je n'étais pas seul, mais c'est moi qui étais visé. Donc, ils nous ont... Panzeri, ce fameux président de la sous-commission des droits de l'homme de l'Union européenne, il nous a virés. Il nous a virés et il nous a dit installez-vous parmi les autres europarlementaires. Il n'y avait pas de Français. Bah si, il y avait 2 europarlementaires, dont, je pense, le professeur et juriste Gilles Le Breton. Ok, bon, alors j'accepte, je commence mon intervention, et qu'est-ce qui se passe? Gilles Pargnot, là, ce mercenaire du régime marocain, il commence à crier. Oh, je sais pas quoi, pourquoi est-ce que vous le laissez parler? Attendez, vous m'avez invité pourquoi? Pour assister à une séance en tant que spectateur? Ou pour intervenir? Vous voulez pas que j'intervienne? Je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Non, Fernando Moral, mais non, mais vous avez la parole. Et pendant, je pense, 5-10 minutes, M. Gilles Pargnot, ce mercenaire du régime marocain, a voulu m'empêcher de parler au siège du Parlement européen, après m'avoir fait virer, avec la complicité de Panzeri, de la tribune. Et là, j'ai pu récupérer un audio que j'ai demandé au Parlement européen, où on entend M. Mora, parce qu'à un certain moment, Panzeri s'est barré. Il est parti. Après nous avoir virés de la tribune, Panzeri, il est parti. Et il est parti où? Il est parti rejoindre la délégation marocaine, conduite par son ami Abdelrahim Etmoun, le fameux Etmoun. Donc, M. Mora a présidé la séance après le départ de Panzeri, et là, dans ces audios que je vous livre aujourd'hui, vous allez voir que Mora essaie d'expliquer à Pargnot qu'il n'a pas la parole, parce qu'il le lui dit en espagnol, et il y a l'interprète qui me dit « Vous avez la parole, monsieur Marabet, vous avez la parole », et l'autre, Mora, qui essaie d'empêcher Pargnot de m'empêcher de parler, d'intervenir. Voilà. Bon. No tiene la palabra, señor Pargnot. Monsieur Pargnot, vous avez la parole. La palabra. Vous n'avez pas la parole, monsieur. Je suis désolé. Señor Pargnot, no tiene usted la palabra. Señor Pargnot. Monsieur, vous avez la parole maintenant. No tiene usted la... Non, vous n'avez pas la parole. Non, parce que vous voulez que... le Maroc, on connaît le Maroc, il est très généreux avec ses amis. Hein. Ça, on le connaît, nous. Bon, au Maroc, on connaît ce genre
de personnages. Donc moi, je me fâche pas du tout. Hein. Vous savez, des gens comme ça, j'en connais tous les jours, des Français. Et que je les ai fréquentés, j'ai été diplomate. Non, 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 non. J'ai été diplomate et je sais comment le Maroc il traite ses amis. Alors si c'est une insulte, voilà. Donc vous me dites conversation de commerce. Bah écoutez, il faut aller voir l'Assemblée nationale. Je pense qu'il y a plein de conversations de commerce dans votre honorable Parlement. Et si vous voulez m'inviter au Maroc, moi je suis prêt à y aller avec vous, avec plaisir. Mais je vois que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe au Maroc. Je suis interdit de l'exercice de ma profession de journaliste, je suis interdit de télé, et je suis même interdit pour faire une petite, je vais dire, intervention dans un lieu public. Donc si vous voulez m'inviter au Maroc, avec plaisir. Hein, je vous dis chiche. Et quand vous dites que le débat il est au Maroc, si vous aviez lu un article qui est paru au mois d'avril dans votre journal qui s'appelle Le Monde, qui est un journal français, ils disent qu'à part dans les sites web, le débat sur le code pénal, il ne se trouve pas dans la presse officielle ni officialiste marocaine. Voilà. Donc vous devriez taper code pénal. Bon, j'ai pu faire mon intervention, j'ai expliqué, vous pouvez les voir dans les procès-verbaux, dans les comptes rendus, j'expliquais un peu la situation. J'ai même pas parlé de la presse. J'aurais pu parler de la presse, j'ai parlé du code pénal. On nous a dit, vous allez parler du code pénal, en tant que journaliste marocain qui suit cette réforme, et c'est tout ce que j'ai fait. Moi, je croyais que l'incident était clos. C'était clos parce qu'à un certain moment, Mora a expliqué à Parlement qu'il fallait qu'il me laisse parler. Mais, tout de suite après, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, l'autre pique-assiette, là, l'europarlementaire roumain, donc ce Christian Preda a pris la relève. Et s'en est pris à qui? Il s'en est pris à Fernando Mora. Il s'en est pris à Fernando Mora et il disait, mais pourquoi est-ce que vous vous occupez de ces gens-là? Nous qui étions des invités officiels du Parlement européen, et vous ne nous donnez pas la parole à nous. Comment que on ne vous donne pas la parole? Nous, dès qu'on nous a invités, on devait parler, on a parlé. Si vous voulez intervenir, allez-y, parce que justement, il était en train d'intervenir, là, ce Christian Preda. Donc moi, je me suis dit à un certain moment, bon, c'est normal, il s'excite comme ça au Parlement européen. Bon, ça passe. Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait une autre europarlementaire, celle-là slovaque, d'une certaine Anna Záborská, qui a aussi pris la parole, qui fait partie aussi de cette commission d'amitié entre l'Union européenne et le Maroc, Anna Záborská, qui est un médecin, qui avait travaillé en Algérie à l'époque où son pays, la Tchécoslovaquie, à l'époque c'était la Tchécoslovaquie, était communiste et qui après est devenue chrétienne démocrate, ou je ne sais pas quoi, qui a rejoint un parti de droite, et qui s'est aussi excité sur Fernando Mora. Pourquoi est-ce que vous donnez la parole à ces gens-là? Nous qui étions invités par le Parlement européen, et vous nous avez délaissés. Non, on ne vous a pas délaissés, lui a répondu Mora, lui dit, mais parlez, allez-y, exprimez-vous. Donc c'était une bande, c'était des gens, des agents du régime marocain qui avaient été placés là, ou qui avaient été envoyés pour nous embêter. Donc moi j'en ai gardé un mauvais souvenir. On nous invite, on nous humilie en nous virant de la tribune, on lâche contre nous des mercenaires, des europarlementaires payés par le Maroc, Pargno, Preda, Záborská, Panzeri qui est un filou qui souffle le chaud et le froid. Oui, non, mais je veux dire, nous avons le droit d'inviter ces gens-là, et puis après, il s'en va, il va où? Il va rejoindre la délégation marocaine de son ami, et c'est ça, on l'a appris maintenant, Abdelrahim Atmoun. Et je dois dire que les seuls europarlementaires qui se sont montrés corrects, qui sont venus nous voir après, c'est paradoxalement les deux europarlementaires du Front National, le Rassemblement National actuel,
dans M. Gilles Le Breton, qui est venu nous voir. Il nous a dit, écoutez, nous avons beaucoup de sympathie pour le Maroc. Bon, je pense qu'il parlait aussi du régime marocain, mais nous voulons vous entendre, nous voulons comprendre, nous voulons poser des questions. Ce sont 2 eurodéputés de Marine Le Pen qui sont venus avec nous, qui étaient très polis, très aimables, qui ne nous ont pas attaqués, qui ne nous ont pas interrompus. Voilà. Même si moi, à l'époque-là, et moi je pense que Gilles Le Breton ne le savait pas, mais moi je le savais, parce que comme beaucoup de journalistes qui s'intéressent à ces questions, donc on a eu accès à ces fameux documents Chris Coleman. Donc je savais par exemple qu'en 2014, l'ambassadeur d'alors de la mission marocaine auprès de l'Union européenne, M. Menouar Alem, avait envoyé une lettre au ministère des Affaires étrangères en disant qu'il avait eu des contacts secrets avec Marine Le Pen, et que Marine Le Pen avait beaucoup de sympathie pour le régime marocain. Donc je vous cite textuellement ce qu'il a écrit dans ce document. Il y a des milliers de documents, donc je ne peux pas vous les exposer tous, mais dans l'un de ces documents, l'ambassadeur du Maroc écrit à son ministre et lui dit « Il convient de souligner que j'avais auparavant eu des contacts avec Madame Le Pen au Parlement européen. Ses positions à l'égard de notre pays sont positives et constructives. » Et l'ambassadeur de rajouter que son ambassade compte poursuivre ses contacts discrets. Vous avez vu, discrets, entre guillemets, ça veut dire secret, avec les élus du Front National au Parlement européen. Donc ça prouve que le Maroc, il entretient depuis plusieurs années, on l'a su avec l'affaire Matteo Salvini, des relations étroites et constructives, comme dit Marine Le Pen, avec l'extrême droite européenne, au cas où. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, quand Matteo Salvini, le chef de la Ligue du Nord, était europarlementaire, il avait reçu son conseiller, Savoini, avait reçu des mains d'un prétendu journaliste marocain, mais qui se prétend journaliste marocain, qui s'appelle Mohamed El-Khabachi, qui est le patron d'un site champion de la diffamation qui s'appelle Barlaman. Il avait reçu de ses mains 150 000 € dans un hôtel parisien. Le nom de ce prétendu journaliste, Khabachi, est apparu dans la presse italienne. Donc, ça prouve quoi? Ça prouve que le Maroc, il entretient des relations étroites avec l'extrême droite européenne. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est l'ambassadeur du Maroc auprès de l'Union européenne, Menouar Alem, donc qui poursuit des contacts secrets, discrets. Il a mis lui-même entre guillemets, ça veut dire secret, avec Madame Le Pen, et la presse italienne, qui a donné le nom de ce fameux journaliste marocain qui était, comme par hasard, le beau-frère de qui? De Mohamed Yassine Al-Mansouri, qui est le patron de quoi? De la JED. La JED qui est impliquée aujourd'hui dans cette affaire de corruption. Donc, tout se joint. Donc, ce monsieur Khabachi a transporté 150 000 € pour les remettre à Carlo Savoini, qui est l'homme de confiance de Matteo Salvini. Matteo Salvini, qui, je veux dire, au début de ce siècle, ou je sais pas, vers 2007-2008, avait monté une manifestation devant le consulat du Maroc à Milan. È la quarta volta chi la dura la vince, perché oggi sembra di essere fuori dal consolato della Svizzera, ma di solito qua, ieri e domani, quando non c'è la Lega, i residenti si ciucciano 200 o 300 persone sbaccate in mezzo alla strada che pisciano, parcheggiano ovunque, vendono e comprano merce rubata. Il console è un anno che ci dice no, vedremo di fare qualcosa, evidentemente oggi ha trovato degli spazi dentro che ci sono,
e quindi contiamo sul fatto che non ci sia più la gente che bivacca in mezzo alla strada e che quello che vediamo oggi i residenti lo vedano anche domani e per i mesi a venire. Se fanno così come fanno oggi non c'è problema per nessuno, ci sono tanti consolati a Milano, nessuno rompe le scatole, potrebbe anche essere il consolato della Finlandia, se però metti 300 persone in mezzo alla strada è un problema. Come con altri consolati non si sono verificati problemi simili. Pochi, c'è qualche problema con il consolato egiziano, ma per il resto la buona volontà da parte di tutti c'è. Invece il console del Marocco è un anno che c'è qualche problemino. Le parti de Matteo Salvini, qui s'en était pris avec des affiches contre le couscous. Il sortait, non, le couscous ne fait pas partie de notre culture. Le couscous hors d'Italie, monsieur Matteo Salvini, et qui un jour, comme par hasard, s'est retrouvé au Maroc. On l'a vu reçu par des dirigeants marocains en train de saluer un gendarme et qui a pris des positions en disant pas pro-Maroc, pas pro-marocain, des positions pro-régime marocain. Voilà, contre une récompense sonnante et trébuchante. Voilà. Bon, après l'incident du Parlement européen, quelques mois après, M. Gilles Pargneaux a été récompensé par les autorités marocaines avec un poste de président du conseil d'administration d'une école, la British School International de Casablanca. Voilà. Donc cette information avait été publiée par un site marocain, et tout de suite après, M. Pargneaux est sorti en disant « Non, moi j'ai démissionné de la British International School il y a un mois ». Bon, moi j'aurais aimé lui poser la question « Pourquoi est-ce que vous avez démissionné il y a un mois ?» Et puis pourquoi avoir démissionné si tout est légal? Le fait est que M. Pargneaux a été président du conseil d'administration de cette école qui se trouve à Casablanca. Donc, il avait reçu une prébende, un cadeau, après sûrement son intervention au Parlement européen. Et là, il y a quelques jours, une semaine, j'ai appris que les autorités marocaines s'étaient vengées contre moi à cause de ma présence au Parlement européen, à cause de ces incidents. Donc, je peux dire, d'une manière rigolote si vous voulez, que moi j'ai été victime de 3 des principaux protagonistes du scandale du Parlement européen, M. Pierre Antonio Panzeri, alias Le Filou, M. Abdelrahim Atmoun, alias Le Géant, et le pique-assiette Gilles Pargneaux. Voilà. Je voulais vous expliquer ça et donc et vous dire aussi que peut-être qu'on se reverra bientôt à Bruxelles. Merci beaucoup. Au revoir.